offensive de charme aussi vise à envoyer un signal donc, à la communauté internationale, notamment à l'Occident, aux États-Unis en tout premier lieu. Nous sommes stigmatisés, fort justement de toute manière, nous sommes au banc des nations, mais quoi qu'il en soit, tant que nous continuons d'exister, vous voyez, donc moi, chef de l'État russe, je me déplace en Corée du Nord, puis au Vietnam. Donc j'étais en République populaire de Chine il y a peu de temps. Nous continuons à dérouler notre feuille de route, notre agenda, et peu importe les récriminations, les critiques et ce qu'il en coûte, au niveau de l'image, de la réputation et des sanctions visant la Russie. Comment la Chine, partenaire de la Russie, voit-elle ce rapprochement entre Pyongyang et Moscou? C'est toujours pareil, vous savez, donc, sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la République populaire démocratique de Corée est née au début des années 50. Donc cette création d'un État communiste indépendant dans le nord de la péninsule ne s'est faite qu'avec le soutien de la Russie de l'époque, enfin pardon, l'URSS de Staline, et de la Chine populaire de Mao. Donc cette relation entre Pyongyang, Pékin et Moscou est extrêmement ancienne. Elle connaît des fluctuations diverses et variées au fil des épisodes de l'histoire et des décennies passantes. Tantôt, pour des raisons marquées, la Corée du Nord se rapproche davantage d'une manière très opportuniste. Les Nord-Coréens sont extrêmement opportunistes et très pragmatiques, se rapprochent de Moscou pour obtenir quelque chose en contrepartie, pour solliciter une aide, pour proposer. Lorsque la météo est différente dans la région, lorsque les rapports entre Moscou et Pyongyang deviennent distants, et bien évidemment, il y a toujours Pékin qui est l'allié presque le plus naturel, en tous les cas quasiment le plus proche et le plus coopérant, sauf depuis 2 ans, du régime nord-coréen. Donc ce jeu triangulaire est fréquent.